Et si je vous disais que certaines des plus belles plantes que vous puissiez acheter dans votre pépinière locale sont de véritables bombes à retardement prêtes à ravager votre jardin, des plantes qui semblent inoffensives dans leurs petits pots, qui font sensation dans les magazines de jardinage, que votre voisin a planté il y a 5 ans et qu'il regrette amèrement chaque jour. La plupart des gens l'ignorent, mais pendant que nous planifions avec soin nos jardins de rêve, que nous nous renseignons sur les plantes indigènes et que nous nous préoccupons des cerfs et des lapins, il existe des plantes qui transformeront votre jardin en un véritable champ de bataille. Des plantes qui résistent à tous vos efforts pour les maîtriser. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre vision du jardinage. Restez avec nous, car la plante numéro 13 de cette liste produit des substances chimiques qui empoisonnent littéralement le sol environnant, éliminant ainsi les plantes concurrentes. Quant à la numéro 20, elle est si envahissante qu'elle peut coloniser un demi-hectare en quelques années seulement, en faisant pousser des rejets partout où vous n'en voulez pas. N'oubliez pas de vous abonner. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous feront gagner du temps, de l'argent et vous épargneront bien des frustrations au jardin. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes envahissantes qui ruineront votre jardin, classées de la plus gênante à la plus cauchemardesque. Numéro 1. Le bambou, l'envahisseur souterrain. Commençons par le bambou, et plus précisément par les variétés traçantes. Cette plante, en apparence si élégante, possède l'un des systèmes racinaires les plus destructeurs du monde du jardinage. Le bambou traçant ne se contente pas de pousser là où on le plante. Il développe des rhizomes souterrains qui s'étendent dans toutes les directions à une vitesse qui semble impossible pour une plante. Les espèces de Filistachys, ces bambous traçants, peuvent envoyer leurs rhizomes parcourir de 3 à 4,5 mètres en une seule saison de croissance. Et ce ne sont pas de petites racines fragiles. Ce sont des tiges épaisses, ligneuses et pointues qui percent les toiles de paillage, fissurent les dalles de béton et ont même été observées en train de traverser les fondations de bâtiments. Voici ce qui rend le bambou si dévastateur. Ces rhizomes souterrains peuvent s'enfoncer jusqu'à 1 mètre de profondeur et se propager sous les clôtures, les allées et les limites de propriété. Des propriétaires se sont réveillés avec des pousses de bambou jaillissant du sol de leur garage, surgissant dans le jardin de leurs voisins à une quinzaine de mètres et fissurant les fondations des murs de leur jardin. Les histoires d'horreur en matière d'aménagement paysager moderne regorgent de cauchemars liés au bambou. Une barrière anti-hygrophore mal installée, une simple brèche dans le dispositif, et en 3 ans, le bambou envahit tout. Et le pire, c'est que même lorsqu'on pense l'avoir éradiqué, des fragments microscopiques de hygrophore restés dans le sol peuvent régénérer des plantes entières. La popularité du bambou s'explique simplement. Il est beau, pousse vite et offre instantanément une intimité préservée. Cependant, les variétés traçantes ne doivent jamais être plantées sans barrière de haute qualité, enterrées à au moins 65 cm de profondeur avec des joints qui se chevauchent. Même ainsi, une surveillance constante est indispensable. Quiconque plante du bambou traçant sans barrière s'expose à des années de lutte. Imaginez une plante qui semblait idéale jusqu'à ce qu'elle envahisse littéralement votre vie, celle de votre voisin et les propriétés de tous dans un rayon de 30 mètres. Numéro 2. La menthe, l'envahisseur. La menthe est peut-être la plante la plus trompeusement dangereuse de cette liste. Cette herbe joyeuse aux feuilles parfumées, que tout le monde adore dans ses infusions, cache des intentions secrètes qui feraient pâlir d'envie le bambou. Les espèces de menthe se propagent par stolons, aussi bien aériens que souterrains, et ce avec une efficacité redoutable. Plantez de la menthe directement dans votre massif et, en une seule saison, elle aura émis des stolons de 60 cm dans toutes les directions. Dès la 2e année, elle aura colonisé la moitié du massif. La 3e année,
Elle étouffera toute autre plante et apparaîtra même dans des endroits insoupçonnés. Voici pourquoi la menthe est si envahissante. Ces stolons se propagent sous terre et font pousser de nouvelles plantes tous les quelques centimètres. Même de minuscules fragments de racines laissés dans le sol suffisent à régénérer des plantes entières. Si vous l'arrachez, vous êtes certain de laisser derrière vous des morceaux de racines qui repousseront plus vigoureusement. Les jardiniers expérimentés connaissent cette règle d'or. Ne jamais planter de menthe en pleine terre. Utilisez toujours des contenants, et même ainsi, il faut les vérifier régulièrement, car la menthe a tendance à s'échapper par les trous de drainage. Certaines variétés sont si envahissantes qu'elles s'enracinent à partir des nœuds qui touchent la surface du terreau autour du pot. La plante prolifère, car elle est très utile. On apprécie la menthe fraîche pour cuisiner et préparer des boissons. Mais ce confort immédiat se transforme en regret pendant des décennies lorsque votre jardin d'herbes aromatiques est envahi par la menthe. Vos parterres de fleurs sont envahis par la menthe, et vous passez votre temps à arracher ces stolons. Pour les petits jardins et les plates-bandes surélevées, la menthe est un véritable fléau. Elle ne se contente pas de concurrencer les autres plantes. Elle les domine et les exclut complètement. Imaginez cette herbe aromatique, certes accueillante, qui s'installe chez vous et qui, petit à petit, envahit toute votre propriété, pièce par pièce, parterre par parterre, jusqu'à ce que plus rien d'autre ne puisse y pousser. En troisième position, la renouée du Japon, véritable fléau pour les fondations. La renouée du Japon n'est pas seulement envahissante, elle est véritablement destructrice pour les infrastructures humaines, et ce, de manière presque intentionnelle. La Fallopia japonica est la plante dont les organismes de crédit immobilier tiennent compte lors de l'évaluation des biens immobiliers dans les zones touchées, car sa présence peut littéralement dévaloriser votre maison. Cette plante se développe à partir de rhizomes qui peuvent pénétrer jusqu'à 2 mètres de profondeur et s'étendre horizontalement sur 18 mètres. Ces rhizomes sont capables de se développer à travers de minuscules fissures dans le béton, l'asphalte et les fondations des bâtiments, puis de s'étendre au fur et à mesure de leur croissance, fissurant et dégradant la structure. Des études de cas récentes documentent les dégâts causés par la renouée du Japon: destruction d'allées, fissures dans les murs de fondation, effondrement des sols de sous-sol et altération des systèmes de drainage. Au Royaume-Uni, le problème est considéré comme si grave qu'il est obligatoire de déclarer sa présence lors de la vente d'un bien immobilier, et de nombreux acheteurs renoncent tout simplement à l'achat. Voici ce qui le rend catastrophique. La plante pousse jusqu'à 10 cm par jour en pleine saison. Si on la coupe, elle repousse à partir de ses rhizomes. Si on l'arrache, le moindre fragment de rhizome laissé sur place est détruit. Même un fragment de la taille d'un ongle peut régénérer une plante entière. Son éradication professionnelle peut nécessiter de 3 à 5 ans de traitements herbicides répétés et coûte des milliers de dollars. Les tiges, semblables à celles du bambou, poussent jusqu'à 3 mètres de haut en une saison, formant un fourré dense qui empêche toute autre végétation de se développer. Lorsque les tiges meurent en hiver, il ne reste qu'un terrain vague, jonché de tiges mortes, et un sol nu vulnérable à l'érosion. La renouée du Japon s'est répandue dans le monde entier comme plante ornementale, grâce à sa croissance rapide et son aspect luxuriant. Cependant, cette croissance fulgurante a un coût: la dépréciation des propriétés et les dégâts aux infrastructures. Si vous en découvrez sur votre terrain, vous risquez de devoir faire face à des années de travaux de décontamination coûteux. Imaginez une plante qui ne se contente pas de ravager votre jardin, mais qui s'attaque aussi à votre maison, votre allée et à la valeur de votre propriété avec la même vigueur. Numéro 4. Le lierre anglais. L'étouffant silencieux. Le lierre anglais a une allure si élégante, grimpant le long des murs de briques et recouvrant le sol sous les arbres. C'est précisément ainsi qu'il trompe les gens et les incite à le planter. Hydera helix fait partie de ces plantes
qui semble parfaitement civilisée, jusqu'à ce que, soudain, elle ne le soit plus, et il est alors trop tard. La plante grimpe grâce à ses radicelles aériennes qui s'insinuent dans les moindres fissures et crevasses des bardages en bois, des mortiers et de l'écorce des arbres. En se développant, ces radicelles finissent par éroder les matériaux auxquels elles s'accrochent. Le bois est endommagé, les joints de mortier s'effritent et les arbres suffoquent sous le poids. Des études montrent que le lierre qui recouvre les arbres bloque la lumière du soleil pour les feuilles, alourdit considérablement les branches, les rendant vulnérables aux intempéries et facilite l'accès des parasites et des maladies à la cime. Le lierre mature qui recouvre un arbre peut ajouter des centaines de kilos que l'arbre n'est pas conçu pour supporter. Voici le scénario catastrophe classique. Quelqu'un plante du lierre anglais comme couvre-sol au pied d'arbres ou le long d'une clôture. Pendant quelques années, c'est magnifique. Il reste bas et s'étend joliment. Puis un jour, on remarque qu'il grimpe. En quelques années, elle a envahi la clôture, les arbres, le côté de votre maison, et ses stolons se propagent sur votre pelouse et dans vos parterres de fleurs. Le véritable problème, c'est que le lierre adulte produit des baies que les oiseaux mangent et disséminent partout. Ces graines germent dans vos gouttières, sur vos tuiles, et partout où les oiseaux se perchent. Très vite, des pousses de lierre envahissent votre propriété et celle de vos voisins. Le lierre est devenu populaire grâce à son feuillage persistant et sa capacité à pousser à l'ombre, là où rien d'autre ne pousse. Mais cette tolérance à l'ombre signifie qu'il grimpe vite, bloque la lumière et finit par endommager les structures. L'élimination du lierre anglais exige des années de coupe, d'arrachage et de vigilance. Pour les bâtiments historiques et les arbres matures, il représente un véritable danger. Non seulement il est inesthétique, mais il est aussi destructeur. Imaginez-le comme une plante qui étouffe votre maison et vos arbres, tout en conservant une certaine élégance. Cinquièmement, le kudzu, la vigne qui a envahi le sud. Le kudzu est légendaire, et ce n'est pas sans raison. Le paria, dans le Montana, peut réellement pousser de 30 cm par jour en pleine saison de croissance. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est un fait avéré. Cette plante importée du Japon a été délibérément plantée dans le sud des États-Unis pour lutter contre l'érosion, et elle n'a cessé depuis de transformer le paysage. Un seul plant de kudzu peut atteindre 18 mètres de haut en une seule saison, recouvrant et étouffant tout sur son passage. Arbres, arbustes, bâtiments, voitures abandonnées, poteaux électriques. Le kudzu ne fait aucune distinction. Il grimpe, il recouvre et il tue tout ce qui se trouve en dessous en bloquant toute la lumière du soleil. Voici ce qui rend le kudzu apocalyptique. Ses lianes s'enracinent au nœud, si bien qu'un seul plant donne naissance à des dizaines de plants interconnectés sur des centaines de mètres. Les racines peuvent peser plusieurs centaines de kilos et s'enfoncer jusqu'à 3 mètres de profondeur. Couper les lianes ne fait qu'encourager une repousse plus vigoureuse. La lutte chimique nécessite des applications répétées pendant plusieurs années. Selon les estimations actuelles, le kudzu couvre plus de 2,8 millions d'hectares dans le sud-est des États-Unis. Des forêts entières ont été transformées en monoculture de kudzu où aucune autre plante ne peut pousser. En traversant les zones touchées, on découvre des paysages où des vagues vertes figées recouvrent tout. La vigne se propage en partie parce qu'elle a été plantée intentionnellement, mais surtout parce qu'une fois installée, elle est quasiment impossible à éradiquer. Un seul collet de racines suffit à régénérer toute l'infestation. Les graines peuvent rester viables dans le sol pendant des années. Le kudzu n'a rien à faire dans un jardin. C'est un véritable fléau écologique. Pourtant, certains le plantent encore volontairement, pour créer rapidement un écran de verdure ou lutter contre l'érosion, ce qui revient à résoudre un problème de souris en introduisant des tigres.
Si vous envisagez d'en planter, pour quelque raison que ce soit, n'y pensez même pas. Imaginez-la comme la plante qui transforme votre jardin, votre terrain et tout votre quartier en un véritable cimetière végétal. Numéro 6. La bignone, la belle destructrice. La bignone produit certaines des fleurs oranges et rouges les plus spectaculaires que vous verrez jamais. Les colibris l'adorent. Les jardiniers l'adorent. Et puis, ils découvrent ce qu'elle fait réellement sous terre et en surface. Et cette idylle est de courte durée. Le Cansus raticans se propage grâce à des stolons souterrains pouvant parcourir jusqu'à 9 mètres depuis le pied-mer, surgissant au milieu des pelouses, à travers les paillis et jusque près des fondations. Ces tiges grimpantes s'appuient sur des racines aériennes semblables à celles du lierre commun et sont suffisamment robustes pour arracher les chaumes, détruire les gouttières et endommager les structures en bois. Voici le scénario classique. On plante une bignone sur un treillis ou une clôture pour ses magnifiques fleurs. La première année, tout va bien. La deuxième année, la floraison est splendide. La troisième année, des rejets apparaissent à plus de 5 mètres. La quatrième année, elle grimpe sur la maison. Elle envahit la pelouse et devient impossible à maîtriser. Avec l'âge, les lianes s'épaississent et se lignifient, devenant suffisamment robustes pour briser des structures légères et même des planches à enfoncer. Leurs racines aériennes s'insinuent dans la moindre fissure, détruisant progressivement tout ce à quoi elles s'accrochent. Les paysagistes professionnels mettent en garde contre la plantation de la bignone à proximité des maisons ou autres constructions, car une fois bien installée, son éradication est extrêmement difficile. Il faut couper les tiges, gratter les radicelles aériennes sans abîmer le sol et déterrer les stolons. Ces plantes envahissent les jardins car leurs fleurs en forme de trompette sont magnifiques et les colibris les adorent. Mais on peut attirer les colibris sans pour autant leur offrir une plante qui risque de ravager votre maison. Il existe des alternatives indigènes qui ne sont pas envahissantes. Si la bignone est déjà bien installée, préparez-vous à des années d'élimination constante des rejets et des stolons. Imaginez-la comme la plante qui promet un paradis pour les colibris et qui vous offre un véritable cauchemar. Des lianes qui menacent de détruire votre maison, planche par planche. Numéro 7. La glycine, la pergola. Les glycines chinoises et japonaises, Crusher, sont absolument féeriques lors de leur floraison. Leurs grappes de fleurs violettes en cascade semblent tout droit sorties d'un conte de fées. Puis, les lianes ligneuses se mettent à faire ce que font les lianes ligneuses. Votre pergola, votre tonnelle ou votre arbre commence à dépérir. Les glycines de Chine, Wisteria sinensis, et les glycines à feuilles de houx, Wisteria florabunda, ne se contentent pas de grimper. Elles s'enroulent autour de tout support vertical et s'épaississent d'année en année. À maturité, les glycines peuvent être aussi épaisses qu'une jambe et sont suffisamment robustes pour écraser des structures en bois et étrangler des arbres jusqu'à la mort. Des rapports récents font état de dégâts structurels causés par les glycines, destruction de pergolas, effondrement de tonnelles, rupture de branches et arrachement de gouttières. Les lianes poussent avec une telle vigueur qu'elles peuvent tordre et déformer les structures qu'elles escaladent. Voici le scénario catastrophe. Quelqu'un plante de la glycine pour ses magnifiques floraisons. Les premières années, elle offre de belles fleurs et une croissance maîtrisable. Puis, les lianes deviennent envahissantes. Elles atteignent le toit. Elles s'enroulent autour des gouttières. Elles s'infiltrent sous les bardeaux et commencent à écraser la structure qui leur sert de support. Le pire, c'est que la glycine se propage aussi par graines, produisant des centaines de capsules qui éclatent et dispersent les graines partout. En quelques années, votre propriété sera envahie de jeunes pousses de glycine. Chacune est prête à devenir une autre vigne monstrueuse. La glycine est devenue populaire grâce à sa beauté et à sa croissance vigoureuse,
qui lui permet de recouvrir de grandes structures. Mais cette vigueur est précisément le problème. Elle ne s'arrête jamais. Elle continue de pousser, de s'épaissir et d'envahir les structures. Pour les glycines déjà installées sur des structures, il est nécessaire de les tailler sévèrement plusieurs fois par an afin d'éviter tout dommage. Si vous manquez une saison, les plantes grimpantes en profiteront. Imaginez-les comme la plante féerique qui se transforme en cauchemar lorsqu'elle envahit votre pergola, comme si elle cherchait à l'étouffer. Le bermudaras, cette pelouse indestructible, est à la fois l'une des graminées les plus populaires et l'une des mauvaises herbes les plus détestées du jardinage. Il n'y a là aucune contradiction. Le Cinédon dactylon se propage par graines, par stolons aériens et par rhizomes souterrains. Une fois installé, il est quasiment impossible à éradiquer. Cette graminée peut s'étendre sur près de 2 mètres en une seule saison de croissance. Ces stolons et rhizomes envahissent les massifs de fleurs, les potagers et les aménagements paysagers avec une efficacité redoutable. Arrachez-la, et le moindre fragment de racine ou de tige restant permettra la régénération d'une plante entière. Voilà ce qui rend le chien-dent si envahissant. Il ne se contente pas d'envahir les zones indésirables. Il concurrence activement les autres plantes et les empêche de pousser. Dans les massifs, il s'enroule autour des vivaces et des arbustes, leur volant eau et nutriments. Dans les potagers, elle concurrence directement les cultures. Les jardiniers modernes luttent constamment contre le chien-dent. Il résiste aux toiles de paillage, pousse à travers le paillis et envahit les plates-bandes surélevées. La lutte chimique est difficile, car la plupart des herbicides efficaces contre le chien-dent détruisent également toutes les autres plantes. De plus, il repousse très vite. Cette graminée se propage partout, car elle forme une excellente pelouse dans les climats chauds. C'est une graminée robuste, résistante à la sécheresse et qui supporte bien le piétinement. Mais ce sont précisément ces qualités qui en font un bon gazon. Sa croissance vigoureuse, son expansion rapide et sa résilience en font un véritable cauchemar partout ailleurs. Pour les jardiniers qui tentent d'entretenir des massifs et des bordures dans une zone envahie par le gazon des Bermudes, c'est une lutte constante pour éliminer les stolons, arracher les envahisseurs et créer des barrières efficaces. L'herbe trouvera la moindre faiblesse et l'exploitera. Le chien-dent a connu un grand succès comme gazon, mais il n'y est pas resté. Imaginez-le comme une herbe qui a décidé d'être la seule plante de votre jardin et qui a les moyens d'y parvenir. Numéro 9. Légopode podagraire. Le diable panaché. Légopode podagraire a l'air tout à fait inoffensif. Ses jolies feuilles panachées, ce porc couvre-sol si soigné. Elle semble idéale pour les zones ombragées, où rien d'autre ne pousse. Légopodium potaria doit son nom commun d'égopode potager à son usage médicinal ancestral, mais les jardiniers modernes lui donnent d'autres noms, la plupart imprononçables. Cette plante se propage par des rhizomes souterrains qui se fragmentent incroyablement facilement. Chaque minuscule fragment de racine laissé dans le sol donnera naissance à une nouvelle plante. Elle forme des colonies denses qui excluent toute autre plante et est quasiment impossible à éradiquer une fois installée. Voici le scénario classique. On plante de l'égopode podagraire comme couvre-sol dans un endroit ombragé, par exemple sous des arbres ou le long d'une clôture. La première saison, c'est magnifique. La deuxième saison, il s'est bien propagé. Dès la troisième saison, elle a franchi la limite du massif et a commencé à envahir les plates-bandes voisines. À la cinquième année, elle est partout et son éradication devient un chantier de plusieurs années. Le feuillage panaché est sans doute son aspect le plus insidieux. Il est si attrayant qu'on se dit qu'on peut peut-être la maîtriser, jusqu'à ce que ce soit impossible. Les variétés à feuilles vertes sont encore plus vigoureuses. Les jardiniers professionnels considèrent l'égopode podagraire comme l'une des pires erreurs qu'un propriétaire puisse commettre. Une fois installé dans votre sol,
Vous passerez des années à bêcher, tamiser et éliminer la moindre parcelle de racines. Si vous en oubliez une, en une saison, vous êtes de retour à la case départ. Cette plante se propage dans les jardins car elle colonise efficacement les zones ombragées où les autres couvre-sols peinent à s'implanter. Mais cette vigueur a un prix. Elle ne restera pas en place et ne cohabitera avec aucune autre plante. Pour quiconque lutte contre une infestation d'égopodes podagraires bien installés, la seule solution efficace est le remplacement complet du sol, ou des années de bêchage et de traitements herbicides réguliers. Imaginez-la comme un joli couvre-sol qui se transforme en une véritable invasion dans votre jardin, une guerre sans merci qui durera des décennies. Numéro 10. Le topinambour, le tubercule éternel. Le topinambour semble inoffensif. C'est en fait une variété de tournesol qui produit des tubercules comestibles. Tentant, n'est-ce pas? On le plante, on récolte les tubercules, on les déguste rôtis. Sauf que l'Ailanthus tuberosus a un atout. Ces tubercules se désagrègent incroyablement facilement et chaque fragment peut donner naissance à une nouvelle plante. Récoltez vos topinambours. Si vous oubliez quelques tubercules ou en cassez quelques-uns en les déterrant, l'année suivante, vous vous retrouverez avec des dizaines de plants. Essayez de les arracher. Si vous cassez d'autres tubercules, le problème s'aggrave. En quelques années, vous aurez des topinambours partout. Et il n'y a pas de solution pratique pour s'en débarrasser. Voici ce qui rend cette plante si agaçante. Ces tubercules peuvent s'enfoncer jusqu'à 1,80 de profondeur. Ils se brisent au moindre contact. Chaque plant produit des dizaines de tubercules et ils sont tenaces. Ils repoussent année après année, même si on les arrache. Certains adeptes de la permaculture moderne cultivent parfois le topinambour intentionnellement pour produire des aliments. Cependant, les jardiniers expérimentés recommandent de ne les planter que dans des endroits où l'on accepte leur expansion indéfinie ou dans des espaces très restreints, comme des plates-bandes surélevées à fond plein. Ces plantes atteignent 2,5 à 3 mètres de hauteur, formant des peuplements denses qui privent toute autre végétation de lumière. Elles se propagent par tubercules et peuvent également se disséminer par graines, ce qui les rend quasiment impossibles à contenir une fois installées en pleine terre. Le topinambour s'est répandu dans les jardins car ces tubercules sont nutritifs et utiles, et ces plants sont décoratifs. Mais cette unique récolte se transforme en un engagement à vie envers une plante qu'il est impossible d'éliminer complètement. Si vous avez planté du topinambour dans votre potager, vous vous êtes créé un problème permanent. Imaginez une plante qui semblait être une expérience de permaculture amusante, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle est désormais installée à vie dans votre jardin, que vous le vouliez ou non. Si vous commencez à comprendre combien de pièges se cachent dans le monde du jardinage, rendez-moi un grand service. Cliquez sur « J'aime » tout de suite. Cela permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes sur le point de commettre des erreurs coûteuses et irréversibles, et nous aide à continuer de créer du contenu qui vous évitera des catastrophes paysagères. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. Nous construisons une communauté de jardiniers qui apprennent des erreurs des autres au lieu de les commettre eux-mêmes. Continuons, car nous abordons maintenant les plus catastrophiques. Numéro 11. Le lierre terrestre, véritable fléau pour les pelouses. Le lierre terrestre semble inoffensif. Ce couvre-sol bas, aux feuilles rondes et aux minuscules fleurs violettes, s'étend à plat sur le sol en s'enracinant à chaque nœud. Le Glaucoma heteratia pourrait sembler cohabiter sans problème avec votre pelouse. Détrompez-vous. Cette plante se propage par stolons qui s'enracinent tous les quelques centimètres, créant un tapis dense qui étouffe le gazon. Elle prospère à l'ombre et dans l'humidité, là où le gazon peine à pousser. Elle envahit donc les zones clairsemées de votre pelouse et en profite. Imaginez le cauchemar de tout propriétaire.
vous apercevez du lierre terrestre dans un coin ombragé. En 2 saisons, il s'étend sur 9 mètres. En 3 saisons, il a remplacé une grande partie de votre gazon. Et voici le pire. Il est quasiment impossible d'éliminer sélectivement le lierre terrestre. La plupart des herbicides à large spectre utilisés par les particuliers sont peu efficaces contre cette plante. Ses feuilles sont recouvertes d'une pellicule cireuse qui repousse les herbicides, et sa croissance dense et mate fait que même si l'on détruit la partie aérienne, les racines et les stolons survivent et repoussent. Les entreprises d'entretien de pelouse facturent un supplément pour le traitement du lierre terrestre, car il nécessite des herbicides spécifiques, plusieurs applications, et le succès n'est pas garanti. Cette plante est extrêmement résistante. Elle se propage dans les pelouses, notamment à cause de la tonte qui fragmente le gazon et s'enracine là où il se dépose, et aussi parce qu'elle peut paraître inoffensive jusqu'à ce qu'elle envahisse complètement le sol. Pour quiconque tente de conserver une pelouse impeccable dans les zones infestées par le lierre terrestre, c'est un combat permanent. Imaginez un couvre-sol qui cible précisément les zones les plus fragiles de votre pelouse et les envahit méthodiquement, une tâche ombragée à la fois. Numéro 12. Le survivant préhistorique. La prêle des champs n'est pas seulement difficile à éliminer. Elle est pratiquement indestructible par les méthodes de jardinage classiques. Les espèces d'Equisetum existent depuis l'époque des dinosaures et ont survécu jusqu'ici grâce à leur quasi-indestructibilité. Les plantes se propagent par des rhizomes qui peuvent pénétrer jusqu'à 1,80 m de profondeur dans le sol et se fragmenter lorsqu'on tente de les déterrer. Voici pourquoi la prêle des champs est un fléau. Ces rhizomes profonds sont protégés par une couche cireuse qui les rend quasiment insensibles aux herbicides. Les plantes elles-mêmes contiennent de la silice, ce qui les rend toxiques pour le bétail et résistantes aux maladies et aux ravageurs. Et elles se reproduisent par spores et non par graines, ce qui les rend encore plus difficiles à maîtriser. Les jardiniers modernes qui se heurtent à la prêle la décrivent comme la plante qui les a découragés. On peut creuser pendant des heures, enlever ce qui semble être chaque brin de prêle, et en quelques semaines, elle réapparaît, poussant à partir des fragments laissés en place ou des brins trop profonds pour être atteints. La prêle des champs prospère dans les sols humides et perturbés, ce qui explique sa colonisation rapide des chantiers et des zones mal drainées. Une fois installée, elle est pratiquement permanente, à moins de remplacer toute la terre sur une profondeur d'au moins 90 cm. La lutte chimique est généralement inefficace, car son revêtement cireux empêche les herbicides d'adhérer. Les sillons profonds survivent même si la partie aérienne est détruite. Des traitements répétés sur plusieurs années peuvent en limiter la propagation, mais l'éradication complète est quasiment impossible. La prêle se propage dans les jardins par le biais de la terre et des végétaux contaminés. Ces sillons se fragmentent facilement lors du bêchage et du transport, ce qui signifie qu'une seule charge de terre végétale infectée peut introduire la prêle dans un jardin vierge. Pour quiconque lutte contre la prêle des champs bien installés, il s'agit d'affronter une plante qui a survécu à 300 millions d'années de catastrophes planétaires. Imaginez-la comme une survivante préhistorique, ayant traversé des extinctions massives et qui ne se laissera pas perturber le moins du monde par vos efforts de jardinage. Numéro 13. L'ailante. L'arbre de la guerre chimique. L'ailante doit son nom céleste à sa croissance fulgurante vers le ciel. Mais l'Atlantis altissima se livre en réalité à une véritable guerre chimique contre toutes les autres plantes qui l'entourent. Cet arbre produit des composés allopathiques qui inhibent la croissance des autres plantes, lui conférant un avantage compétitif véritablement injuste. Il se propage par une dissémination abondante de graines et un système racinaire agressif. Un seul arbre adulte peut produire des centaines de milliers de graines, et son système racinaire envoie des rejets à plusieurs mètres de l'arbre mère. Abattez l'arbre, et son système racinaire
réagit en produisant des dizaines de nouvelles pousses. Voilà ce qui rend l'élanthe véritablement destructeur. Ces substances chimiques allopathiques empoisonnent le sol, le rendant impropre à la croissance des autres plantes. Son système racinaire agressif endommage les fondations, les canalisations et le revêtement des routes. Son bois, fragile et cassant, rend les arbres adultes dangereux. Les forestiers urbains modernes considèrent l'élanthe comme l'un des pires arbres envahissants d'Amérique du Nord. Il colonise les zones perturbées, les terrains vagues et les fissures des infrastructures, étouffant la végétation indigène et formant des peuplements monospécifiques. Cet arbre se propage à travers le monde, car il pousse incroyablement vite, même dans des conditions difficiles, et semble presque indestructible. Elle survit à la pollution, à la sécheresse, au sol pauvre et à la négligence. Mais cette capacité de survie a un coût. Elle endommage tout son environnement. Son éradication nécessite la destruction de son système racinaire, ce qui implique soit des traitements herbicides répétés sur les souches coupées, soit une élimination systématique des rejets pendant des années, jusqu'à épuisement des réserves énergétiques des racines. Si vous avez un élanthe sur votre terrain, sachez que cet arbre ne se contente pas de concurrencer les autres plantes, il les empoisonne activement. Imaginez-le comme un arbre qui use de méthodes sournoises pour s'imposer en empêchant toute autre plante de survivre à proximité. Numéro 14. L'olivier de Russie, véritable manipulateur de la chimie du sol. Avec ses feuilles argentées et ses fleurs parfumées, l'olivier de Russie est d'une grande élégance. L'Heliagnus et le Gustapogia semblaient être d'excellents arbres d'ornement, notamment pour les endroits difficiles au sol pauvre. Puis, on a découvert leur impact sur la chimie du sol et leur capacité de propagation rapide. Cet arbre fixe l'azote, ce qui paraît avantageux, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il le fait pour modifier les conditions du sol à son propre avantage et au détriment des plantes indigènes adaptées à des niveaux d'azote plus faibles. Les baies sont disséminées par les oiseaux, favorisant la croissance de nouveaux arbres dans le paysage. Voici le schéma de cette prolifération. L'olivier de Russie s'implante dans les zones de restauration écologique et les sites perturbés. Il croît rapidement, forme un fourré dense et étouffe les saules indigènes, les peupliers et autres végétaux de restauration écologique. La modification des niveaux d'azote favorise les espèces envahissantes au détriment des espèces indigènes. Les projets modernes de restauration écologique consacrent des sommes considérables à l'élimination de l'olivier de Russie des bassins versants affectés, car sa présence modifie profondément le fonctionnement des écosystèmes. Le fourré dense qui le compose entrave les déplacements de la faune et l'accès à l'eau. Cet arbre se propage grâce à sa robustesse, son aspect attrayant et ses fleurs et baies parfumées dont se nourrissent les animaux sauvages. Mais ces mêmes baies font en sorte que l'olivier de Russie ne reste pas à l'endroit où il est planté. Les oiseaux disséminent les graines sur des kilomètres, établissant constamment de nouvelles populations. Son éradication nécessite de couper les souches et de les traiter immédiatement avec un herbicide pour empêcher la repousse. Grâce à la banque de graines et au sol, de nouveaux semis apparaîtront pendant des années après l'arrachage. Pour quiconque doit faire face à l'olivier de Russie sur sa propriété ou à proximité, il s'agit de lutter contre une plante qui modifie littéralement la chimie du sol à son avantage. Imaginez un arbre qui ne se contente pas d'envahir le terrain. Il le transforme en un environnement qui lui convient mieux. Numéro 15. La luciférine pourpre, véritable destructrice de zones humides. La lucarne pourpre produit de spectaculaires épis de fleurs roses-violettes qui font sensation dans les jardins et les jardineries. La salicaire à feuilles de lytram semblait être une plante ornementale idéale pour les zones humides. Puis, elle s'est naturalisée dans les zones humides et a révélé sa véritable nature. Une seule plante produit des millions de graines par an. Ces graines se disséminent par l'eau, la faune sauvage et le matériel contaminé. Ces plantes forment des monocultures denses qui excluent la végétation indigène des zones humides.
détruisant ainsi l'habitat de la faune sauvage, qui dépend de la diversité des plantes locales. Voici le cauchemar écologique. La luciférine pourpre envahit les marais, les berges des étangs et les prairies humides. Elle supplante les carex, les joncs et les fleurs sauvages indigènes qui fournissent nourriture et abri aux oiseaux aquatiques, aux amphibiens et aux insectes. Les peuplements denses de cette plante présentent peu d'intérêt pour la faune locale. Les projets modernes de restauration des zones humides consacrent des ressources importantes à l'élimination de la luzerne pourpre des zones affectées. Bien que cette plante soit interdite dans de nombreux États, elle continue de se propager à partir d'anciennes plantations et de plantes échappées des jardins. Sa prolifération s'explique par sa beauté et sa vigueur remarquable en milieu humide, là où de nombreuses plantes ornementales peinent à survivre. Mais cette vigueur détruit la valeur écologique des zones humides qu'elle envahit. La contrôler exige une éradication systématique ou un traitement chimique. Et même alors, l'immense réserve de graines garantit la croissance de nouvelles plantes pendant des années. La lutte biologique, notamment par l'utilisation de coléoptères européens, est prometteuse, mais son efficacité n'est pas universelle. Si vous avez de la luzerne pourpre près de zones humides ou d'étangs naturels, sachez que vous hébergez une plante qui nuit activement à la santé de l'écosystème. Imaginez-la comme une belle fleur qui commet un véritable massacre écologique, une zone humide après l'autre. Numéro 16. L'arbre à papillons, aussi appelé cèdre envahissant. L'arbre à papillons semble pourtant être une plante héréditaire. Mais la dévitie attire les papillons grâce à ses épis floraux parfumés et pousse facilement avec un minimum d'entretien. On découvre ensuite sa capacité à se ressemer abondamment et à coloniser les milieux naturels. Chaque plante produit des milliers de minuscules graines qui se dispersent au gré du vent et de l'eau. Ces graines germent facilement dans les sols perturbés, le long des cours d'eau et en lisière de forêt. En quelques années, l'arbre à papillons colonise les zones de restauration et étouffe les arbustes indigènes. Voici le point controversé. L'arbre à papillons attire certes les papillons grâce à son nectar, mais il présente peu d'intérêt en tant que plante hôte pour les chenilles. Les espèces indigènes permettent aux papillons de vivre leur cycle de vie complet, tandis que l'arbre à papillons n'offre qu'une source de nectar. Parallèlement, sa prolifération est agressive et elle supplante des espèces indigènes pourtant bénéfiques. Les efforts de conservation modernes dans le nord-ouest du Pacifique et d'autres régions ciblent l'arbre à papillons pour son éradication des milieux naturels. Il est considéré comme envahissant dans plusieurs États et régions. Cet arbuste s'est répandu dans les jardins car les papillons l'apprécient et ses fleurs sont attrayantes, mais le coût écologique de sa propagation dépasse largement l'avantage d'attirer les papillons adultes. Les cultivars récents, même s'ils se disent stériles ou moins envahissants, produisent des graines dans de nombreuses conditions. La méthode la plus sûre consiste à supprimer les fleurs fanées avant la formation des graines, mais la plupart des jardiniers ne le font pas systématiquement. Pour celles et ceux qui souhaitent de favoriser la présence des papillons, il existe des alternatives indigènes qui leur fournissent nectar et nourriture pour leurs larves sans risque de propagation invasive. Imaginez une plante censée être bénéfique à la faune sauvage, mais qui s'avère finalement néfaste pour son habitat. Numéro 17. La plante caméléon. Cette plante rampante et envahissante possède un feuillage parmi les plus spectaculaires des couvre-sols. Ses feuilles, tachetées de rouge, de crème et de vert, sont du plus bel effet en pot et en photo. Lutunia cordata semblait être la solution idéale pour les zones difficiles. Mais, une fois plantée, c'est la catastrophe. Cette plante se propage par des rhizomes souterrains à une vitesse effrayante. Elle se fragmente facilement. Toute tentative d'arrachage la réduit en une multitude de morceaux qui donnent naissance à de nouvelles plantes. De plus, elle dégage une odeur de poisson caractéristique que beaucoup trouvent vraiment désagréable. Voici le scénario cauchemardesque. Quelqu'un plante une plante caméléon dans un massif pour son feuillage coloré. En une saison,
Elle s'étend sur près d'1 mètre dans toutes les directions. La deuxième année, elle envahit les massifs et la pelouse voisin. La troisième année, elle a complètement proliféré et se manifeste partout. Ses rhizomes se propagent sous terre, surgissant de la pelouse, des fissures du trottoir et des propriétés voisines. Elle s'enracine si profondément que le travail du sol en surface ne peut les atteindre. Et elles sont si fragiles que toute tentative d'arrachage laisse des fragments qui se régénèrent. Les paysagistes professionnels les considèrent comme l'un des couvre-sols les plus indésirables. Leur éradication nécessite soit un remplacement complet du sol, soit des années de traitement herbicide persistant. Même dans ce cas, le succès n'est pas garanti. La plante se propage dans les jardins car elle est particulièrement attrayante en pot. Mais la planter en pleine terre est une erreur que la plupart des jardiniers regrettent amèrement. Planter une plante caméléon en pleine terre, c'est s'engager dans un chantier d'éradication qui durera des années. Imaginez un couvre-sol qui combine les pires défauts de la menthe, de l'égopode et de la prêle en une plante envahissante et nauséabonde. Numéro 18. Le liseron, la vigne étouffante. Les liserons sauvages produisent de joyeuses fleurs en forme d'entonnoir, roses, violettes et blanches. Les espèces de convolvulus et d'épamoia grimpent et s'étendent avec un enthousiasme qui semble charmant jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles étouffent tout sur leur passage et se retirent avec abandon. Ces liserons grimpants poussent rapidement, s'enroulant autour de tout support vertical et le faisant s'affaisser sous leur poids. Ils produisent une abondance de graines qui restent viables dans le sol pendant des décennies. Les liserons ont des racines profondes qui repoussent même après plusieurs tentatives d'arrachage. Voici le désastre au jardin. Les hippomées étouffent les plantes, envahissent les arbustes et forment des enchevêtrements inextricables qui s'effondrent sous leur propre poids. Elles grimpent partout, bloquant la lumière du soleil et affaiblissant les plantes supports. Leurs graines se disséminent grâce aux oiseaux, à l'eau et au sol contaminé. Chaque plante produit des centaines de graines qui germent facilement dès que le sol est remué. Il en résulte un cycle perpétuel de nouvelles plantes qui apparaissent année après année. Les jardiniers modernes luttent sans cesse contre le liseron. Ces tiges poussent si vite en pleine saison qu'elles peuvent recouvrir un arbuste en une semaine. Les arracher, c'est disséminer des graines qui assureront la prolifération de l'année suivante. La lutte chimique est difficile, car les feuilles, en forme de cœur, rejettent les herbicides et les racines profondes des différentes espèces de liserons résistent à la plupart des traitements. Une élimination régulière des parties aériennes finit par épuiser les plantes, mais cela prend des années. Le liseron envahit les jardins grâce à ses fleurs attrayantes et à sa croissance rapide. Mais cette croissance facile ne s'arrête jamais là où on le souhaite. Quiconque lutte contre le liseron bien installé s'expose à des années d'arrachage de tiges avant la formation des graines. Imaginez cette fleur joyeuse qui enveloppe tout d'une étreinte étouffante, assurant ainsi à ses descendants d'en faire autant pour les décennies à venir. Numéro 19. La lamiastrame jaune. Le sol forestier. La lamiastrame jaune est peut-être la plante la moins connue de cette liste, mais c'est l'une des plus envahissantes dans les zones où elle s'est implantée. Elle se propage par stolons et forme un couvre-sol si dense que rien d'autre ne peut pousser en dessous. Introduite comme couvre-sol ornemental pour les zones ombragées, elle excelle effectivement dans ce domaine. Elle s'échappe des jardins et envahit les sous-bois, formant des tapis monospécifiques qui empêchent la floraison des fleurs sauvages indigènes et la régénération de la forêt. C'est un véritable désastre écologique. L'ortie jaune envahit les forêts naturelles et élimine les fleurs sauvages printanières, trilles, sanguinaires du Canada, gingembre sauvage et des dizaines d'autres espèces indigènes ne peuvent rivaliser avec sa croissance dense. Cela a des répercussions sur tout, des pollinisateurs à la régénération forestière. La gestion forestière moderne dans les régions touchées
cible spécifiquement l'éradication du stolon jaune. Mais c'est un combat difficile. Les stolons s'enracinent à chaque nœud, créant des tapis interconnectés. Leur éradication perturbe le sol et laisse souvent des fragments qui se régénèrent. Ce couvre-sol prolifère grâce à sa capacité à pousser efficacement à l'ombre dense, là où la plupart des autres couvre-sols échouent, et à l'attrait de ses formes panachées. Cependant, cette même tolérance à l'ombre le rend dévastateur dans les sous-bois. Sa maîtrise exige un arrachage régulier ou un traitement herbicide, et sa restauration nécessite la replantation d'espèces indigènes pour combler l'espace avant le retour du séné jaune. Si vous avez du sorgho jaune près d'espaces naturels, vous contribuez à la dégradation des forêts. Imaginez-le comme un couvre-sol qui non seulement envahit votre jardin, mais aussi les forêts sauvages, détruisant des communautés végétales indigènes irremplaçables. Le robinier faux acacia, ce cauchemar aux racines drageonnantes, et nous voici au numéro 20. C'est la plante que j'ai gardée pour la fin, car elle représente parfaitement tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Le robinier faux acacia combine un drageonnage agressif, une halalopathie et une croissance rapide en un seul fléau capable de transformer les espaces ouverts en fourrés impénétrables. Rabinia pseudoacia émet des drageons dans toutes les directions, parfois à plusieurs mètres de l'arbre mère. Chaque drageon donne naissance à un nouvel arbre qui, à son tour, émet d'autres drageons. Voici une réalité à la fois fascinante et terrifiante. Le robinier faux acacia est originaire d'une petite région des Appalaches, mais s'est répandu à travers l'Amérique du Nord et le monde entier. Son bois est précieux, dense, imputrescible et utile, mais leur croissance rapide les rend catastrophiques pour les paysages. Ces arbres fixent l'azote, modifiant ainsi la chimie du sol à leur avantage et favorisant les espèces envahissantes au détriment des plantes indigènes adaptées aux sols pauvres en azote. Ils produisent des composés allopathiques qui inhibent davantage la concurrence, et leurs épines acérées rendent leur élimination particulièrement dangereuse. Les gestionnaires de terres modernes qui luttent contre le robinier faux acacia le décrivent comme l'un des arbres envahissants les plus difficiles à contrôler. L'abattage provoque l'apparition d'une centaine de rejets. Un traitement herbicide ne résout pas le problème. Le système racinaire survit et produit de nouvelles pousses. Une gestion continue sur plusieurs années est donc indispensable. Traditionnellement utilisé pour lutter contre l'érosion et créer des haies vives, il contribue ainsi à sa propagation massive. Ces poteaux de clôture continuent de s'étendre, de drageonner et d'envahir les lieux des décennies plus tard. Voilà ce qui fait de cette plante le point d'orgue de notre liste. Le robinier faux acacia illustre parfaitement la valeur inestimable d'une plante. Son bois est d'une qualité exceptionnelle, tout en étant un véritable cauchemar à gérer. Ce sont précisément ces caractéristiques qui le rendent utile. Sa croissance rapide, son bois dense et sa capacité à prospérer dans des sols pauvres rendent son éradication quasi impossible une fois installée. Le robinier faux acacia s'est naturalisé car il a été planté délibérément pour des raisons pratiques, sans que l'on prenne conscience des conséquences à long terme. Quiconque est confronté à cette espèce envahissante doit s'attendre à une lutte constante contre ces drageons pendant des années. Ou alors, vous acceptez que l'arbre transforme peu à peu votre terrain en forêt de robinier faux acacia. Voyez cela comme un rappel que parfois, la plante qui semble la plus utile est en réalité celle qui vous prendra le plus. Elle ne demande pas la permission. Elle ne reste pas contenue. Elle se propage année après année, rejet après rejet, jusqu'à ce que vous capituliez ou que vous vous engagiez à la gérer toute votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes content d'avoir appris à connaître ces plantes envahissantes avant de les planter, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et permet à d'autres personnes d'éviter ces erreurs de jardinage catastrophiques. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi,
Avez-vous déjà eu affaire à l'une de ces plantes? Laquelle vous fait le plus peur? Je lis tous les commentaires et j'adore entendre vos histoires d'horreur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton S'abonner et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Nous sommes là pour vous aider à jardiner plus intelligemment, à éviter les erreurs coûteuses et à enfin profiter de votre jardin au lieu de lutter contre lui pendant des décennies. Merci de votre attention et n'oubliez pas, parfois, la compétence la plus importante en jardinage est de savoir ce qu'il ne faut pas faire.